Coucou. Alongui par la vie et les prémices des fortes chaleurs estivales, je suis ici pour vous présenter mon avis sur la trilogie Le Prince Captif, écrit par... J'ai oublié le prénom de l'autrice, son nom est PACA. Ça c'est facile à retenir, comme la région PACA, ouais. Je l'ai lu, alors qu'il est sorti en 2015, donc on va dire que j'ai un certain train de retard, et je l'ai trouvé bien mauvais. Donc je vais vous en parler tout de suite. Que serait une vidéo de critique négative sans disclaimer? Le premier étant que je vais spoiler. Voilà, je n'ai aucun respect pour cet ouvrage. J'en ai un petit peu plus quand même pour les lecteurs qui l'ont apprécié. Ce qui m'amène du coup à mon deuxième point, mon deuxième disclaimer, qui est que si vous avez aimé ce bouquin, je ne dis pas que vous êtes des êtres humains très médiocres. Je dis que je trouve que c'est une œuvre très médiocre. Ou je peux même enlever le je trouve. Je peux même carrément aller directement, je dis c'est une œuvre médiocre. Voilà, ça ne fait pas vous des êtres humains qui sont bien, ou nuls, ou machin. Non. Vous me prenez votre petit ego là, pouf, vous le carrez dans le cucu de votre voisin, et on passe à autre chose, ok? J'ouvre le tome 1, et je découvre que deux royaumes sont en train de se livrer une guerre sans merci. Ils ont à leur tête, d'un côté, une famille royale, et de l'autre, une famille royale aussi, mais qui a été plus ou moins amputée d'un de ses membres, et qui est du coup sous la régence d'un des membres de la famille, qui n'est pourtant pas en ligne directe dans la succession. Ces deux royaumes qui sont pour moi à peu près aussi passionnants que l'encéphalogramme d'une personne en état de mort cérébrale, je vais les désigner de manière très arbitraire par leurs caractéristiques principales. On a donc d'un côté une espèce de pâle copie très édulcorée de la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui pouvait être intéressant, sauf qu'on ne la verra pratiquement jamais, et surtout pas au tome 1. Et nous avons de l'autre côté une espèce d'Europe médiévale qui aurait adopté le décorum de l'Espagne à l'Andalous. Ces deux royaumes sont frontaliers, sont extrêmement distincts, ont deux langues complètement différentes, des mœurs complètement différentes, et pourtant ils entretiennent des relations commerciales et a priori diplomatiques, comme on va le voir, car c'est un des moteurs de notre élément perturbateur, dirons-nous. Alors comment est-ce que deux êtres que tout oppose dans des cultures très différentes vont-ils pouvoir tomber amoureux? Eh bien tout commence par un coup d'état en Grèce claquée au sol. C'est son nom maintenant, c'est la Grèce claquée au sol, cherchez pas. À ma droite, qui est ma gauche, nous avons Laurent, qui est une sorte de Draco Malfoy avec beaucoup plus de charisme, de verve et un énorme balai dans le cul. Oh, va dire, mais tellement de froideur, ça doit cacher un sombre secret, qui sera une des révélations du tome 3. Un très sombre secret, car ça dit la distance qu'il met avec les autres, sa froideur, sa peur de l'engagement, est due aux sévices sexuels qui l'ont traumatisé quand il était enfant. Pas grand chose à dire sur cette construction de personnage, si ce n'est que pourquoi est-ce que ça paraît comme une révélation scandaleuse et incroyable au niveau du tome 3, alors que dès le milieu du tome 1, si on n'est pas un lapro de 6 semaines, on l'a compris. Ceci est agaçant. À ma gauche, qui est ma droite, nous avons Damen, qui pourrait très facilement être l'enfant illégitime d'Alexios et d'Arthas, avec un grand cœur cependant. Il était le dirigeant de la Grèce claquée au sol jusqu'au moment où son demi-frère, s'est dit que c'était le bon moment pour un petit coup d'état des familles, donc il est allé chop la tête de Papounet, a chopé son demi-frère, l'a attaché, drogué et envoyé à Laurent comme esclave sexuel en mode incognito. Voilà. Donc ça c'est globalement ma tête quand je lis et que je vois le setup. Voilà, pas grand chose qui va dans tout ça. La première chose qui va pas, et qui est quand même assez importante, c'est à quelle heure est-ce que tu chopes quand tu fais un coup d'état le dirigeant légitime du pays que tu es en train de prendre sous ta coupe, là, et que tu le laisses en vie, et qu'ensuite tu l'envoies à l'adversaire. Enfin, d'autant plus en incognito, t'es même pas dans un petit coffret cadeau en mode « Hey, regarde, je te l'amène !» Genre, non, je te le damène. Non, enfin,
Quel est l'intérêt? Non les gars, au bout d'un moment, faut jouer safe. Hein. Quand on n'est pas très très malin, on joue la sécurité, quoi, je sais pas. Donc le tome 1, ça va globalement être des séquences de viol ou de sévices que Damen va subir entre les mains de Laurent par l'intermédiaire d'autres esclaves ou d'autres personnes, avec des longues phases de il ne se passe rien, parce qu'on est du point de vue de Damen qui est prisonnier et cloîtré quelque part dans la capitale de l'Europe médiévale. Voilà, donc en fait, il y a littéralement rien d'autre à lire que ces scènes-là, avec en milieu Damen qui s'emmerde, nous aussi on s'emmerde hein, globalement, et puis on est presque content de voir surgir Laurent ou n'importe qui d'autre. C'est peut-être comme ça en fait qu'arrive le syndrome de Stockholm. Hein. En plus de la survie, c'est juste tu te fais tellement chier, t'es content même quand ton tortionnaire arrive. Waouh, en fait, ce tome 1 il était beaucoup plus profond que ce que je pensais. Non, je déconne. Parce que dans tous les cas, dans le tome 1, Laurent, et personne d'autre d'ailleurs, pas un seul émissaire, pas un esclave qui traîne, pas un marchand, mais personne ne reconnaît Damen. Enfin, il y a le régent, a priori, est plus ou moins au courant, hein, mais pareil, on sait pas trop à quoi il sert, à part à comploter à voix haute, dans des cachots, on ne sait pas trop. Et Laurent, de son côté, je me disais, c'est bizarre, il nous est décrit comme un mec qui est d'une intelligence folle, etc. etc. Pourquoi il reconnaît pas le mec d'en face? Enfin, je sais pas, les services de renseignement ça existe, vous vous entretenez entre vos deux royaumes des échanges commerciaux, il y a de temps en temps des trucs de diplomatie, donc pourquoi est-ce que vous reconnaissez pas le dirigeant adverse? Ça n'a pas de sens. Donc après, je me suis dit, si finalement ça fait sens et ça peut expliquer pourquoi est-ce que la guerre ne progresse pas. Donc quelque part, hein, dans tout ça, je me disais, il y a une cohérence, tout va bien. Jusqu'au moment où, dans le tome 3, on se rend compte que Laurent, depuis le début, il savait. Il savait très bien qui était Damen, et que c'est pour ça, en fait, qu'il lui a fait autant de mal. Parce que Damen a tué son frère sur un champ de bataille. Et globalement, on s'en fout, parce que ça n'arrête ni l'un ni l'autre. Balek. Mais du coup, pourquoi Laurent? Laurent, tu as le dirigeant, certes déchu, d'en face, chez toi, à ta merci. Tout ce que tu trouves à faire, c'est de faire violer par des esclaves. Enfin, ouais, mon coco, mais concentre-toi. Au bout d'un moment, il y a 1000 trucs politiquement plus intéressants à foutre que lui mettre des machins dans le cucu. Je sais pas, moi, faites un effort d'imagination, j'en sais rien. Bref, il leur faut 2 tomes pour tomber amoureux après avoir, j'allais dire, vécu des aventures, mais en fait pas tant que ça. Mais en tout cas, en ayant des échanges pimentés par des petites piques bien senties, ils vont développer voilà, complicité, amitié, une confiance un peu branlante au début, mais qui va se solidifier par les liens inextricables de l'amour. Et oui, ils tombent très très amoureux. Et on a enfin une scène de sexe consentie et heureuse et magnifique à la fin du tome 2. Et dans ma tête, ça tournait quand même en mode Damen, on a bien statué que tu étais un être relativement lent, au grand cœur, mais est-ce vraiment une super idée de batifoler avec le mec qui t'a fait fouetter pratiquement à mort et qui t'a fait violer? Enfin, je sais. Je sais pas. Je veux bien qu'il y ait des gens qui aient très peu de rancune. Moi, j'y serais pas allée. Bon, et par rapport à ça, et pour être tout à fait honnête, le problème que j'ai avec cette saga, c'est pas du tout sur la question des viols, et c'est pas du tout sur le fait que Laurent n'ait pas vraiment de chemin de rédemption. Enfin, il va avoir une espèce de sacrifice symbolique à la fin du tome 3, mais qui est genre bien insuffisant pour expier, on va dire, ses crimes précédents, quoi. C'est un peu léger. Et en fait, j'ai pas tant de critiques à formuler là-dessus parce que je m'attendais à lire ça, concrètement. Donc c'était pas une surprise grandiose. Je suis pas spécialement emballée et je recommande pas forcément de poursuivre les explorations littéraires dans cette voie parce que je trouve ça déjà vu et franchement pauvre, mais bon, là-dessus j'ai pas grand-chose à dire. Et mes petits sarcasmes précédents peuvent quand même vous indiquer ce qui m'agace le plus. C'est juste que j'ai l'impression, quand je lis de la Young Fantasy qui a... Là, je suis très générale, hein. Mais quand je lis de la Young Fantasy qui a une histoire d'amour comme centre, euh, je suis très rapidement agacée quand l'univers créé, quand la fantasy proposée, quand les compolos politiques, etc. ne sont pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être quand on instampille un truc fantasy ou qu'on te met un décor de guerre, etc.
Ça a vraiment tendance à m'agacer, si vous avez vu mon avis sur un palais d'épines et de roses, clairement c'est ça qui m'emmerde. J'ai l'impression d'être prise pour une grosse pigeonne. Donc pour aller un petit peu plus loin, en termes de vraie critique de ce que je pourrais faire sur la saga, bon, encore une fois je me sens pas trop de parler de la langue parce que je l'ai lu en français. Donc je sais pas ce qu'il vaut en anglais. De tout ce que j'ai vu, c'est que le début du tome 1 est assez pauvre, pareil, en termes de langue. Ça s'améliore, vraiment. Durant le tome 1, on a plus de vocabulaire, il y a quand même des constructions qui sont plus sympas, un petit peu plus pétillantes, etc. Puis après, le tome 2, le tome 3, j'étais tellement saoulée par le déroulement de l'intrigue que j'ai complètement oublié de jauger la langue. Vraiment, un autre truc qui m'a saoulée, c'est l'omniprésence de la guerre dans les dialogues, dans les discours, alors que dans les faits, dans les événements qui vont être décrits, bah elle n'existe pas. À part du coup quand dans l'histoire on va se rapprocher de la frontière entre les deux royaumes et où il va y avoir des petites escarmouches au début, puis une bonne grosse bataille rangée. Mais dans l'ensemble, elle n'existe pas la guerre. Dans le tome 1, c'était relativement justifié, et encore parce que Damen était un prisonnier, complètement isolé, enfermé, donc il n'avait pas vraiment accès à des bruits de couloir, mais même quand il sortait et qu'il était dans des événements de cours, bah la guerre se sentait pas en fait. Il y avait pas de question, je sais pas, tout bêtement de pénurie, tu vois. Il n'y avait pas non plus d'avis discordants, il n'y avait pas de lutte de pouvoir autour de la question de la guerre ou de la prise de royaume, enfin de domaine plutôt, enfin voilà, la guerre c'est purement et simplement du blabla. Et ça m'a quand même gênée. Quand c'est littéralement la seule autre intrigue, à part l'intrigue amoureuse, qui est proposée par la saga. Bon, ensuite, autre critique, vous et moi on commence un petit peu à se connaître. Donc vous savez que je vais poser la question de où sont les femmes? Eh ben elles sont pas là. Elles sont pas là du tout. Ok, c'est une romance homosexuelle entre deux hommes. Mais quand même, ça ne justifie pas de faire comme si les femmes en tant que personnages secondaires importants n'existent pas. Hein, y en a 3 dans le bouquin. 3 personnages secondaires féminins importants. Il y en a une par royaume, plus une dans une espèce de faction autonome qui est littéralement une caricature d'une société matriarcale. Genre, enfin, j'ai lu ça, je me suis dit, d'où Jésus est-ce que cette personne a tapé sur son clavier avec des moufles pour arriver à faire un truc aussi peu subtil, fin et intelligent? Mais c'est pas possible ça. Quant aux 2 autres femmes, une dans chaque royaume, une femme dans chaque port et une femme dans chaque royaume, ce sont globalement les mêmes. Alors, ce sont des femmes qui sont séduisantes et intrigantes. Voilà, c'est tout. C'est littéralement tout. Sur à peu près 900 pages de trilogie, on n'a pas de meuf, littéralement. Donc, je suis un peu contrariée. Voilà, c'est un petit euphémisme. Je suis chafouin. Et ensuite, dans la liste des trucs qui m'ont vraiment, genre, bien saoulé dans cette trilogie, c'est la fin du tome 3 qui se clôt par un procès qui, en fait, fait office de résolution. Et ce procès, les enfants, est probablement le pire procès que j'ai pu lire de toute ma vie de lectrice. Il était nul, il touchait des abîmes ou des abysses, je sais jamais c'est quoi le bon mot, de sottises. Et je vais vous raconter tout ça. Pour la faire très courte, durant le tome 3, le régent de l'Europe médiévale, donc qui est le tonton de Laurent, le tonton qui est un pédophile, 2 intrigant et 3 vraiment pas très gentil, bah il a plus ou moins commencé à annexer l'Europe médiévale, ce qui du coup, yes, étant pas en avant dans cette guerre, donc tu dis peut-être qu'enfin ça va finir, mais pas vraiment, parce que Laurent a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues pour on ne sait trop quelle raison, en mode Laurent, ton but c'est de niquer le pays adverse, laisse faire tonton, a priori lui il sait ce qu'il fait. Non, 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 non. Laurent pas du tout, depuis le début il s'oppose à son oncle, donc ce qui doit arriver arriva, le tonton décide de mettre son neveu hors course, ce qui va conduire Damen et Laurent à essayer de contrecarrer les plans du tonton, donc d'aller dans la graisse claquée au sol. À ce moment-là,
par un habile retournement de situation, Laurent se découvre une race et se dit je vais me remettre aux mains de mon oncle pour un simulacre de procès, pour qu'il épargne Damen. Et Damen, mais qu'est-ce qu'il fait Damen? Mais Damen, on a déjà statué depuis le tome 1 il est gentil, mais il est un peu lent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il va se remettre aux mains de la pseudo-justice pour sauver son amant, qui lui-même s'est sacrifié pour le sauver. C'est complètement teubé, mais il y va, il est motivé, Damen, il se présente au procès. Et après, une plaidoirie excellente pour sauver le cul de Laurent, en disant globalement « Non, mais c'est pas gentil d'être méchant, et Laurent, c'est un bon gars. » Dans ma tête, il y avait une petite Noémie qui essayait de crier à Damen « Le mec t'a fait enfermer et violer. Ce n'est pas un bon gars. » Et lorsque Damen arrive, Laurent a encore une ou deux cartes à jouer et va s'empresser de le faire en appelant à la barre un type qui va lui-même s'empresser de retourner sa veste comme on s'y attendait pas du tout. Petite reconstitution du procès. Ce serait une grave erreur de m'exécuter car ce que je vais vous apprendre va vous esbobir. J'appelle à la barre un témoin qui ne retournera pas du tout sa veste. Je suis Laurent. Je suis machin, et il est coupable. J'ai retourné ma veste. Ah oui, nous sommes les juges, et ce que vient de dire ce bon monsieur corrobore tout à fait ce dont nous discutions depuis 6 heures. Donc allez, chop le Laurent, on remballe et on va graille. J'ai désormais ma tête sur le billot. Mais je fais quand même le malin et j'appelais un tout autre témoin à la barre, car je suis très malin. Je suis la femme de machin, nous avons le même patronyme, et je dois dire que le régent est un bien vilain garçon car c'est un pédophile, et qu'en plus il a comploté pour tuer le roi. Voici une bague. C'est une preuve. Certes, oui, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, mais ça n'empêche pas que là, Laurent, il est toujours coupable, allez. Chop nom maintenant. Je vous défends de le chop-choper. Je suis Damen, et je viens subitement de me rappeler qu'un témoin peut sauver tout le truc. Je viens d'y penser maintenant car je suis un peu lent, et parce que ce personnage secondaire n'a une backstory que depuis 30 pages. C'est pas moi qui fais les règles. Je suis Bidule, et ma backstory que je vais m'empresser de vous raconter immédiatement dans le détail, ainsi que cette lettre prouve que le régent est encore plus méchant que ce qu'on pensait, et qu'il faut vraiment lui couper la tête. Mais formidable, nous sommes absolument convaincus sans examiner plus que cela cette lettre, alors que ça va faire maintenant 7 heures qu'on est là à discuter, à chercher des preuves, etc. Non, c'est parfait, on est convaincus, allez, chop le régent, et à la graille les enfants. Yeah, les juges out, yeah. Et c'est globalement la résolution de la saga, qui pour moi la synthétise bien son essence, c'est-à-dire que entre les phases d'interaction des deux personnages principaux, il n'y a rien de très intelligent ou de très inventif qui est écrit, et ça me pose quand même un petit souci, quoi, parce que c'est super d'avoir une histoire d'amour, genre. Des bouquins sur des histoires d'amour, il y en a plein, vouloir faire des intrigues autour, entre, qui les parcourent, qui les agitent et tout, c'est impeccable, et quand c'est bien fait, c'est un régal, sauf que là, je sais pas si c'était parce que c'était trop ambitieux, je sais pas non plus si c'est parce que l'autrice maîtrisait pas forcément très bien les codes des intrigues de cours, ou ce que la dimension géopolitique de son univers lui a complètement échappé. C'est peut-être pour ça que toutes les autres intrigues m'ont paru vraiment simplistes et bas de plafond. Et là j'utilise simpliste et non pas simple, parce qu'en fait on peut faire des choses vraiment cool dans des intrigues, alors que l'amour occupe déjà une bonne part du paysage de la saga. On peut faire de très belles choses avec des intrigues simples. C'est le cas par exemple du prieuré de l'Oranger. Je suis pas entièrement conquise par le prieuré de l'Oranger, qu'on soit bien clair, je veux dire, en termes de fantaisie, il y a quand même de gros soucis, mais il n'empêche que les choses sont simples, sont claires et sont exploitées, en fait, comme il faut. Pas tout, on peut pas tout exploiter dans un univers, mais voilà, en gros, le prieuré de l'Oranger montre bien qu'on peut faire des intrigues amoureuses intéressantes et intelligentes, et en même temps, on va avoir des intrigues politiques ou de l'aventure pure, qui soit pas trop mal branlée, quoi.
Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et clairement, ce qui m'agace d'autant plus, c'est que l'autrice a choisi de mettre la question de l'esclavage, la question de l'homosexualité au centre de sa fiction. Et en fait, ça s'est pas exploité, c'est pas interrogé. Je veux dire, c'est décrit, c'est montré du doigt un petit peu comme ça, mais il y a rien d'intelligent qui dit dessus. Et là, je trouve ça vraiment frustrant parce que, très concrètement, dès qu'il y a eu l'introduction de la question de l'esclavage, qui est bien différente dans les deux royaumes, je me suis dit, ah super, peut-être qu'on va avoir un traitement de cette différence-là, c'est-à-dire un esclavage qui est subi, qui est contraint en Europe médiévale, et un qui est au contraire volontaire, qui est glorifié, voire romantisé du côté de la Grèce antique. Bon, les deux puent la merde, on est d'accord sur un plan purement moral et tout, mais je me dis peut-être que l'opposition de ces deux, peut-être que justement on pourrait faire émerger des questions intéressantes. Mais en fait non, y a rien quoi, à part montrer que oui, il y a une différence de traitement, mais entre les deux esclaves, mais genre, enfin, je sais pas, j'aimerais bien une petite interrogation philosophique dessus, ce serait pas trop demandé quand même, quoi. Pareil, sur la question de l'homosexualité, pour moi, genre, c'est complètement raté, c'est-à-dire que on est dans des univers où tous les gens sont plus ou moins bi par convention sociale ou par attrait, en fait, donc ouais, ça c'est cool que ce soit présenté comme un espèce de non-événement, mais le problème c'est que euh, là, dans cette saga, on voit bien que le vieux trope de la pénétration est très stigmatisante, c'est-à-dire que la personne qui se fait pénétrer lors d'une relation sexuelle est vue comme dominée, etc. etc. Et il y a sans aucune remise en question de ça. Ce qui, du coup, je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Si tu veux parler de l'homosexualité, si tu veux plus ou moins dénoncer des discriminations qui peuvent être faites, fais-le jusqu'au bout et interroge-toi, quoi. Bref, en fait, moi, tout ce que j'ai lu, c'est une histoire d'amour pas très crédible, dans un univers qui est pas cohérent et vraiment pas très intéressant, et des thématiques sociales fortes qui ne sont pas traitées, et quand elles commencent juste à l'être, le sont mal. Ça m'a juste laissé l'impression d'avoir eu plein de matériaux sympas pour faire des trucs et qui n'ont juste pas été exploités. Mais que pourtant, en fait, il y avait un enrobage de progressisme, d'un petit côté subversif, etc. Mais qui, au final, c'est juste, quand on y regarde de plus près, une accumulation de tropes complètement moisies et hyper classiques. Allez, cette vidéo est beaucoup trop longue pour le peu d'intérêt qu'au revêt cette saga à mes yeux. Portez-vous bien, et puis à bientôt!